Bonjour tout le monde. Nous avions vu donc dans la dernière capsule, après avoir étudié la nouvelle, le genre de la nouvelle, nous avions vu les transformations du romanesque chez Rabelais et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la transformation de l'essai chez Montaigne, donc l'autre grand monument de la littérature de la Renaissance française, mais aussi européenne. Bien, opposé, juxtaposé, Rabelais et Montaigne relèvent du lieu commun, nous dit Borio. L'un, dit-on, incarne les aspirations et les espérances d'une première Renaissance, donc Rabelais. L'autre révèle les désillusions du temps de la tragédie. Donc Montaigne, en pleine période des guerres de religion sur lesquelles d'ailleurs il va réfléchir. Mais comme on a vu, Rabelais connut déjà les infortunes du temps. Nous avions vu notamment qu'après une première période, effectivement, avec Gargantua et Pantagruel, où c'est un peu donc l'exaltation de l'esprit humaniste et d'Erasme, etc. Mais nous avions vu qu'au tournant de l'affaire des placards, donc le moment où la royauté française devient beaucoup plus inquiète par le schisme religieux qui est en train de s'opérer un peu partout en Europe entre les protestants et les catholiques, et il y a donc un climat beaucoup plus répressif qui s'installe et un climat beaucoup plus violent qui va donc mener vers les guerres de religion. Présenté dès lors côte à côte, Rabelais et Montaigne revient donc surtout à faire voir deux humanismes en situation, pour reprendre le terme de Sartre, ou plutôt à faire percevoir ce qu'ont pu être en deux temps effectivement différents les réponses de l'humanisme naissant à des bouleversements historiques qu'il n'attendait pas. Et effectivement, c'est une bonne manière de présenter les choses si l'on passe donc de l'un à l'autre, deux univers qui peuvent sembler assez disparates, mais qui en même temps montrent bien de cette évolution du siècle et cette évolution des penseurs du siècle. Donc 1533, l'année de naissance de Michel de Montaigne, marque en effet le début des désillusions. Thomas More, donc l'auteur de l'Utopie, est exécuté sans qu'Erasme proteste. La révolte est écrasée dans les pays germaniques où le luthéranisme n'a fait que renforcer le pouvoir des princes aux dépens du peuple. Il y a eu la révolte des paysans, nous en avons rapidement évoqué. Donc, un des premiers aspects aussi de la révolte sociale qui était aussi impliquée dans les querelles religieuses. L'Inquisition, enfin, étend sur une bonne part de l'Europe son réseau policier. La vie de Montaigne, dit Tournon, commencée sous des tels auspices, traversera 8 guerres civiles, les guerres de religion. Lui, l'héritier du rationalisme antiquisant, verra la réapparition de la démonologie et les procès des sorcières, qui à ce moment-là connaissent une recrudescence. Nous en avions aussi un petit peu parlé. De son temps, on supprimera aux Amériques des peuples entiers si proches de la nature qu'ils auraient dû constituer pour la Renaissance de véritables modèles. Comment donc l'humanisme, demande Borio, a-t-il pu faillir au point de permettre le retour des pratiques barbares d'un Moyen-Âge que l'on croyait aboli? C'est là la question fondamentale qu'agitent les essais de Montaigne, d'un homme qui se propose de mettre à l'épreuve des faits les savoirs accumulés depuis près d'un siècle, et bien au-delà en fait, puisque c'est la redécouverte des savoirs accumulés pendant 5-6 siècles dans l'Antiquité. Pour lire les essais, nous dit Tournon, il est nécessaire d'avoir à l'esprit ce contexte de désordre politique, religieux, sociaux et doctrinaux auquel il tente de répondre, ainsi que les fêlures perceptibles dans l'appareil idéologique qu'il met en œuvre et interroge du même mouvement sur sa validité. Ils illustrent en effet une crise qui affecte toutes les formes de la pensée humaniste, au moins chez ses représentants les plus lucides. Montaigne n'est pas le seul à se détourner des visées illusoires, donc les rêves de synthèse doctrinale des uns et des autres. Son originalité est de faire procéder de ce mouvement de retrait propre à l'humanisme de son temps une orientation philosophique et littéraire
radicalement nouvelle. Il faut peut-être croire Montaigne écrivant au chapitre de l'oisiveté « Dernièrement que je me retirais chez moi, délibérer autant que je pourrais, ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie. Il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. Mais je trouve qu'au rebours faisant le cheval échappé, il se donne 100 fois plus de carrière à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui, et m'enfante tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Écrire, dit Jean Séard, pour Montaigne semble être alors un geste d'hygiène mentale. Mais ce geste même, qui à l'origine n'est pas sans volonté correctrice, semble l'avoir tourné vers lui-même. Et ça va être une des dynamiques et de l'œuvre et un des paradoxes aussi constants de ce projet des essais. Bon, le titre donc. Les essais, Montaigne ne trouve ce titre qu'en 1579, soit 5 ans après le début de l'écriture, de ce qui restera jusqu'à sa mort un perpétuel work in progress. Montaigne va continuer à revenir, à changer, à transformer, d'où on verra la question des éditions. Le terme d'essai, à l'époque, ne désigne pas un genre littéraire, comme les entretiens ou les mélanges ou les sentences, mais plutôt toute activité destinée à faire preuve d'une aptitude plutôt qu'à obtenir un résultat effectif. Est essai ou exercitation le travail de l'apprenti, du débutant, qu'il soit raté ou réussi. C'est-à-dire essayer, tenter pour voir s'il réussirait, comme font les apprentis, écrit Antoine de Laval. Montaigne s'en est expliqué dans le chapitre de Démocritus et Héraclitus, donc, en présentant les propos qu'il tient sur n'importe quel thème, et dans ce chapitre, un lieu commun de morale, qui oppose Démocrite et Héraclite, comme des essais de son jugement propres à en mesurer la portée. Donc, mettre à l'essai, littéralement, la pensée. En résulte pour l'ensemble des essais la pratique d'un scepticisme, plus spécifiquement ce qu'on appelait du nom de l'auteur ancien qu'il incarnait le pyrrhonisme, donc une variante du scepticisme, qui était un courant philosophique, qui mettait donc tout en doute, pour aller vite. Donc la pratique d'un scepticisme qui s'éprouve, s'essaye, dans le mouvement même des investigations, pourvu que leur élan spontané vers la connaissance se double d'une réflexion sur les illusions dissipées et sur la précarité du savoir qui les supplante. Donc une remise en question d'elle-même aussi, à chaque moment. Ce qui revient à prendre conscience de l'incertitude que toute entreprise de recherche présuppose et perpétue en déplaçant seulement son objet. La technique de l'essai est indissociable donc de ce pyrrhonisme réinventé par Montaigne et y trouve son sens. Inspecter ses opinions, originales ou héritées, pour déchiffrer en elles et évaluer le jugement contingent qui les ratifie. C'est réitérer à l'échelle individuelle l'opération du philosophe qui inspecte le savoir universel pour rendre conscience de la fragilité de ses assises. Et il y a un tournant sceptique essentiel que Montaigne prolonge. Il n'est pas le seul à l'avoir pris avec l'humanisme. L'humanisme a redécouvert, donc on l'a déjà dit, la philosophie ancienne et surtout la philosophie ancienne qui n'avait pas été recadrée par le christianisme. Donc, ce qui avait été un peu soit censuré, soit occulté, soit oublié par les siècles de théologie et de philosophie chrétienne. Et les humanistes de la Renaissance redécouvrent donc des pans de la pensée comme le scepticisme antique. Et ils vont l'infléchir dans un sens moderne. Les essais de Montaigne sont des expériences de tous ordres, consignées dans un livre qui se veut sincère. Toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie, écrit-il. Laisse lecteur courir ce coup d'essai
écrit Montaigne dans De la vanité, dont l'ouvrage, qui néglige la forme et la tenue, est à l'opposé de la prose ciselée des humanistes de son temps. Le titre de l'ouvrage désigne finalement une conception de l'existence vue comme passage, comme mouvement. Je ne peins pas l'être, je peins le passage, non un passage d'âge en autre, ou, comme dit le peuple, de 7 ans en 7 ans, mais de jour en jour. Et ça aussi, ça fait partie de la radicalité de la proposition nouvelle, qui est tout un autre rapport aussi à la subjectivité, au temps, à l'écriture. Les éditions, donc, c'est un peu mélangeant parce que en 1580 sont imprimés 2 livres. En 82, il y a des corrections et des additions, et dans un jeu avec la censure, qui n'avait pas tout apprécié de la première édition. En 88, on est passé à 3 livres. Et la même année, il y a ce qu'on appelle l'exemplaire de Bordeaux, qui est enrichi d'un millier d'additions de la main même de l'auteur. C'est-à-dire, c'est l'exemplaire que Montaigne utilisait lui-même pour se corriger. Et donc, c'est maintenant cette édition-là qui fait autorité, puisque c'est un peu la dernière où il a où il est intervenu. L'exemplaire de 1595, donc, qui est imprimé sous les soins de sa fille d'alliance Marie de Gournay, qui a pu bénéficier d'indications orales de Montaigne ou de documents aujourd'hui disparus. Donc, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Et Marie va, pendant une quarantaine d'années, superviser une dizaine d'autres éditions. Et donc, maintenant, si vous voulez jouer au détective, et ce que la plupart des gens qui travaillent sur Montaigne sont amenés à faire, vous avez les facsimilés de toutes ces éditions en ligne dans le site du programme Bibliothèque virtuelle humaniste. Voici un exemple de comment ça se présente dans les faits. Donc, vous avez l'édition où Montaigne a ajouté, et puis comme vous voyez, il était tout le temps en train de changer son texte, de remodeler son texte. Il y a un effet de réécriture permanent qui n'a pu s'arrêter qu'avec la mort de l'auteur. Et évidemment, c'est aussi très intéressant, puisque le projet lui-même étant de saisir une pensée mouvante, c'est exactement ce qu'incarne le travail de Montaigne, c'est de rester tout le temps en mouvement, selon le terme d'ailleurs du célèbre essai de Starobinsky, Montaigne en mouvement, que je vous conseille vivement, vous avez dans la bibliographie. Donc, une structure à saut et à gambade. À l'imitation des œuvres morales du grec Plutarque, Montaigne conçoit ses essais comme une marqueterie mal jointe et revendique leur désordre comme gage de sa liberté et de sa bonne foi. Préférant à l'organisation didactique et à la rhétorique des pédants une allure poétique à saut et à gambade, il mise sur la bigarrure et la diversité. Les 700 chapitres des essais frappent donc par leur variété et par les contrastes qui les animent, nous dit Vigne. Il y a un désordre structurel des essais qui tient au projet même de Montaigne. Je peins principalement mes cogitations, sujets informes. Il propose l'accumulation des questions qui l'ont intéressé dans un désordre et une diversité qui ressemblent à ceux de la réalité même, et notamment de la réalité psychique aussi, où l'on passe d'une chose à l'autre, ce que découvrira plus tard la littérature avec le stream of consciousness, donc chez Virginia Woolf, Joyce, etc. Ce n'est pas, évidemment, on n'est pas au même moment de la constitution du sujet, on n'est pas au même moment de l'écriture du sujet, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a déjà cette idée même que la pensée est quelque chose qui procède d'une manière toujours dynamique. C'est ce dont rendent compte la multiplicité et parfois même l'entassement sans ordre et sans dessein des chapitres au titre disparate et qui abolit toute hiérarchie entre les sujets. Ainsi, on trouve des chapitres qui sont consacrés aux armes des Parthes, donc une des populations de l'Antiquité, sur les, là je ne sais plus si c'est pouce ou puce, l'usage de se vêtir, donc
et une hétérogénéité radicale donc, du projet des essais. Loin de présenter une construction synthétique, Montaigne les écrit au gré de son humeur et la succession de ces chapitres ne suit pas la chronologie de leur rédaction. Au fil des relectures et des rééditions, des ajouts viennent enrichir la version originale tout en brisant parfois la lecture. Les chapitres eux-mêmes ne laissent pas toujours apparaître le plan qui a précédé à leur composition, et le titre que Montaigne leur donne n'annonce parfois qu'un des multiples sujets traités à l'intérieur du chapitre. Les noms de mes chapitres n'embrassent pas toujours la matière, reconnaît-il dans De la vanité. Ainsi, quelques titres trompeurs masquent les chapitres les plus audacieux. Coutume de l'île de Céa discute de la légitimité du suicide. De la ressemblance des enfants au père attaque les médecins. Sur des vers de Virgile, recèle les confessions de Montaigne sur son expérience de l'amour et de la sexualité. Des coches dérivent des moyens de transport au problème de la colonisation, dénonçant la barbarie des conquistadors. De même, le chapitre des boiteux traite surtout, à partir d'une anecdote érotique, des procès de sorcellerie et des préjugés des hommes. Non moins diverses sont les sources innombrables que Montaigne fait dialoguer, confrontant les autorités traditionnelles de l'humanisme et son expérience individuelle. Si Plutarque et Sénèque restent ses auteurs de prédilection, historiens et poètes ne sont guère moins sollicités. Des centaines de citations en prose ou en vers, en français et en latin, souvent plaisamment détournées, composent un texte à plusieurs voix. C'est ce qu'on appelle donc une polyphonie. C'est un texte polyphonique. Loin de constituer un ornement gratuit ou une autorité paralysante, cet intertexte omniprésent illustre ou sollicite toujours une réflexion personnelle. Je ne dis les autres, explique Montaigne, sinon pour d'autant plus me dire. Et cette dynamique est essentielle aussi dans le texte. Ce désordre tient à la liberté avec laquelle Montaigne accueille de nouveaux exemples ou laisse prendre à son discours de nouvelles directions dans un mouvement centrifuge qui a une explication philosophique. Il s'agit de préférer la vision concrète du détail aux vastes constructions synthétiques. Et c'est là aussi où on est totalement aux antipodes de la scolastique, qui était vraiment axée sur le fait de couper les cheveux en quatre, ce qu'on appelle la casuistique, et qui était tout le temps avec des plans, des sous-sections, des sous-sous-sous-sections, etc. L'idée de quelque chose d'absolument organisé et orchestré. D'ailleurs, l'historien de l'art, Panofsky, dont on a un peu parlé, a fait une célèbre étude sur la cathédrale gothique et le rapport avec la scolastique. Donc, si vous pensez un peu à une cathédrale, comment ça fonctionne, comment c'est structuré, ben, c'est un peu comment c'était pour la pensée scolastique. Alors que chez Montaigne, au contraire, c'est vraiment tout ce qui peut échapper à ce carcan et chercher à restituer le vivant de la pensée, le vivant du corps, le vivant de l'histoire. Souvent encore, Montaigne ne traite pas à fond tous les sujets qu'il se propose d'aborder. C'est qu'il est conscient de ne pouvoir le faire. Il préfère aborder les questions sans aller plus avant. Je n'ai composition ni explication qui vaille, reconnaît-il à certains moments. D'autre part, il évite d'expliquer comment il passe d'un sujet à un autre. À ceux qui lui reprocheraient sa composition par digression et glissement d'un sujet à l'autre, à saut et à gambade, Montaigne répond que l'objet même de son livre en détermine la manière. Les essais suivent ainsi les fluctuations de sa pensée et de ses sentiments, et le hasard du style devient la garantie même de sa sincérité. Encore une fois, je ne peins pas l'être, je peins le passage. Donc, vraiment, là même, une remise en question de tout essentialisme qui va être très importante pour la suite de la philosophie dans la modernité, et notamment Nietzsche sera un grand lecteur de Montaigne, mais quantité d'autres aussi. Donc, l'édition de 1580. La première édition comprend 2 livres. Le premier, 57 chapitres, le second, 37. Dans le livre 1, Montaigne présente des réflexions philosophiques sur la tristesse, les émotions, les sièges et batailles militaires, le mensonge, les prophéties, la constance, l'étiquette courtisane, le mal, la peur, la mort, c'est le célèbre philosopher est apprendre à mourir, le pouvoir de l'imagination, le malheur, la force des habitudes, le hasard, l'éducation, l'incrédulité, l'amitié, la modération,
les cannibales, l'impossibilité de saisir les desseins divins et ce qui nous échappe, le relativisme des coutumes et des costumes, le suicide de Caton, la diversité des émotions, comme nous pleurons et rions d'une même chose, la solitude, être à soi, la vanité, l'inégalité, le luxe, le sommeil, les noms propres, les chevaux, Démocrite versus Héraclite, vanité de la rhétorique, les odeurs, les prières, l'âge. On peut penser que c'est la mort de la Boétie, l'ami de Montaigne, qui a rendu nécessaire ce livre qui prend la place du dialogue devenu impossible avec l'absent. Depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner languissant, écrit-il dans De l'amitié. Et c'est vraiment un tournant, et pour beaucoup, c'est un peu la matrice de l'œuvre. Donc, cette amitié très proche entre ces deux humanistes, la Boétie dont on a un peu déjà parlé, pour la réflexion politique notamment, et on sent que cette perte d'un dialogue qui était essentiel pour Montaigne l'a mené à créer comme un autre dialogue avec lui-même. C'est une humeur mélancolique, très ennemie de ma complexion naturelle, produite par le chagrin de la solitude dans laquelle, il y a quelques années, je m'étais jeté, qui m'a mis premièrement en tête de me mêler d'écrire. Et c'est très intéressant parce que l'écriture étant un acte solitaire, c'est à la fois le refuge du solitaire. À l'origine, Montaigne se serait proposé de confectionner un écrin, donc une pièce comme pour la bijouterie de l'époque, où on enchâsse une pièce de grande valeur, un écrin pour sauver de l'oubli l'œuvre de son ami disparu, la Boétie, le discours de la servitude volontaire déjà évoqué, qui aurait occupé une place centrale au 29e chapitre du premier livre. Mais le texte étant devenu une arme de guerre des protestants, Montaigne y substituera les sonnets du mort, puis les enlèvera tout simplement en 1582. Donc c'est très intéressant parce qu'au début, c'est vraiment un projet autour de la présentation de l'œuvre de son ami. L'œuvre de son ami a changé complètement de circonstances, puisque comme on l'avait vu, c'était vraiment une critique du pouvoir monarchique, de l'autoritarisme, etc. Et les protestants en ont fait donc une arme de guerre contre la monarchie catholique, et Montaigne, qui n'est pas, qui ne veut pas entrer dans ce débat, va finalement peu à peu transformer le projet initial, et le souvenir de l'ami va plutôt rester omniprésent, mais diffus in absentia, en fait, en absent, présent et absent. Au vide laissé par la mort de l'ami succède celui laissé par la disparition de ses textes. Du coup, l'œuvre est d'emblée excentrée par les divisions politiques et religieuses du temps. Donc on voit que vraiment la question du schisme et des guerres de religion s'ancre littéralement dans les essais. Il en reste, selon Michel Butor, un plan en 3 parties pour le premier livre, bien que l'on puisse soupçonner ce plaquage d'une sorte de triade scolaire sur une matière en ébullition. Les essais 1 à 19 seraient la définition du gentilhomme idéal à travers un portrait implicite de l'ami disparu, 20 à 37 la méditation sur la mort, et le reste, donc la méditation sur la conduite de la vie privée, à la lumière de ce qui précède, avec le 29e essai encadré par les chapitres de l'amitié et de la modération, consacré au culte du défunt. Le livre 2 est plus centré sur l'auteur lui-même. Il y expose ses idées sur le suicide, la cruauté, la relation entre parents et enfants, la maladie. Il y évoque aussi ses goûts littéraires et y définit mieux son objectif, se peindre pour mieux se connaître. Les 2 livres seraient alors disposés en miroir. Au portrait de la Boétie répondrait celui de Montaigne, selon le modèle des vies parallèles de Plutarque, texte qui restera le plus souvent cité par son auteur. Le chapitre de la liberté de conscience constituerait le pivot du second livre annoncé par du repentir et de la présomption et protégé par un rempart avancé, l'apologie de Raymond de Sebon. Ces 2 premiers livres se caractérisent par une très grande abondance de citations explicites ou non, parfois reliées par des sentences empruntées à des auteurs antiques. Montaigne s'inscrit ainsi directement dans une pratique courante de son époque,
où, dans le sillage des grandes traductions et compilations des écrits de Platon, Cicéron, Sénèque et surtout Plutarque, il y a pas moins de 5 éditions des œuvres morales de Plutarque qui se succèdent en moins de 10 ans, donc un véritable best-seller de la Renaissance, se multiplient les recueils de sentences et les œuvres didactiques en prose ou en vers, tels le Miroir de vertu et chemin de bien faire d'Habert ou le Sentier de la connaissance de soi-même de Jean Girard, texte qui renvoie inévitablement aux problématiques de Montaigne. Ce vaste mouvement de vulgarisation et de diffusion de la philosophie morale de l'Antiquité obéit à un tournant majeur dans l'histoire des idées et des mentalités. Alors que la morale médiévale reposait sur l'autorité de la parole divine, la morale antique, redécouverte par les premiers humanistes, est fondée sur l'idée d'une conscience individuelle, se pliant au devoir que lui dicte une raison humaine imparfaite et mouvante. Les grands humanistes, Erasme, Budet, Vives, ont tenté, on l'a vu, d'accorder l'héritage de l'Antiquité à la pensée chrétienne, dotant à la morale antique d'utilité dans la vie pratique. Dès lors, s'il ne saurait remplacer l'étude des Écritures, les auteurs classiques peuvent aider à comprendre la condition humaine et ses faiblesses et donner des préceptes d'un véritable art de vivre retrouvé. Les essais se nourrissent directement de ce goût pour la compilation des sentences, entassant citations et apoptègmes, Montaigne allant jusqu'à faire graver sur les poutres de sa bibliothèque ses maximes préférées afin de les avoir à l'esprit tout en composant son livre. Et vous pouvez encore donc visiter le château de Montaigne et voir donc ces maximes qu'il avait gravées. Et à côté, vous avez donc le livre que Montaigne va citer le plus souvent, les œuvres de Plutarque. Ces premiers essais s'inscrivent de fait dans un genre littéraire en vigueur depuis l'Antiquité, le commentaire de lecture, qui est alors étudié et pratiqué, et dans tous les collèges du temps, où l'on lit les lectures diverses, variae lectiones, de Valère Maxime, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ. Montaigne explique d'ailleurs que le but de son livre est de mettre son esprit en rôle, puisqu'il fait le cheval échappé depuis qu'il est oisif. Pour discipliner le flux de ses pensées, il doit coucher par écrit les idées que lui inspirent ses lectures. J'ai pris en coutume, continue-t-il, au livre 2 des livres, depuis quelque temps, d'ajuster au bout de chaque livre le jugement que j'en ai retiré, en gros, afin que cela me représente au moins l'air et l'idée générale que j'avais conçue de l'œuvre en le lisant. Donc, les premiers essais s'apparentent à deux genres florissants de la Renaissance, la copia et la leçon. La copia veut que l'on juxtapose sentences ou anecdotes autour d'un même thème, donc l'essai des pouces, justement. La seconde, que l'on s'efforce de les organiser, donc la leçon, l'on s'efforce de les organiser, les sentences et les anecdotes, dans une intention morale déterminée. Par exemple, le chapitre « Par divers moyens, on arrive à pareille fin ». D'une condition singeresse et imitatrice, il a peut-être commencé par se modeler sur les nombreux auteurs de leçons de son temps, composant ce qui aurait pu être un ensemble de discours politiques et militaires entremêlés de considérations de philosophie morale. C'est du moins ce qu'il laisse entendre quand il déclare que de ses premiers essais, aucun put un peu à l'étranger, c'est-à-dire à l'intertexte, à l'utilisation d'autres textes. Plus attentif alors aux matières qu'il recueille et assemble, il ne se regarde pas encore lui-même recueillant et assemblant ces matières, comme il fera par la suite. Il reste que c'est certainement dans le genre de la leçon, bien plus que dans ceux de la lettre ou du dialogue, comme on le dit souvent, qu'il faut chercher l'origine de la manière de Montaigne. La leçon elle-même est une sorte de degré zéro parmi les genres du commentaire, florissant à l'époque de Montaigne et qu'il connaît bien. Les premiers essais courts ne comprennent souvent qu'une idée maîtresse, souvent camouflée au milieu d'illustrations issues de la librairie de l'auteur. Ainsi, l'heure des parlements dangereuses se compose de 6 exemples de trahison, suivis d'une sentence de Cicéron. Des chapitres entiers ne sont faits que d'histoires juxtaposées, courtes narrations sans indication précise de source, le conte dit que, ou simples anecdotes contemporaines. Ceci se pourra à Paris, est-ce qu'on vit dernièrement d'un prince des nôtres, etc. Mais progressivement, le texte va s'éloigner du genre des leçons à l'aide de 2 influences qui vont contribuer à l'émergence d'une nouvelle subjectivité,
dans le prolongement de l'invention de l'individu amorcée par la première Renaissance, comme on l'a déjà vu. D'un côté, l'étude de Sextus Empiricus va faire évoluer son goût pour les faits concrets vers une méthode critique originale. Parallèlement, sous l'influence de Plutarque et de Sénèque, Montaigne tourne de plus en plus ses préoccupations vers les problèmes moraux et psychologiques, jusqu'à ce que l'analyse intérieure s'impose définitivement comme le sujet principal de ses essais vers 78 et que Montaigne puisse affirmer dans son avis au lecteur de 80 « C'est moi que je peins ». Ainsi, le centre d'intérêt va se déplacer du texte commenté vers le commentateur lui-même. De l'amitié marquerait alors une sorte de tournant, la copia étant mise au service d'un projet subjectif, celui de la célébration du lien qui unissait l'auteur à la Boétie disparue. Les commentaires de la Renaissance, eux-mêmes très divers, ne ressemblent guère à ce que nous appelons toujours de ce nom. Vives, qui s'en est fait à la fois le praticien et le théoricien, peut aider à saisir la nature du commentaire proprement dit. Il distingue le commentaire court et le commentaire long. Le premier, le court, repère les sources du texte, signale les autres interprétations possibles du passage, recueille ce que d'autres ont dit du même sujet, attentif avant tout à comprendre le texte. Dans le commentaire court, précise Vives, on doit moins considérer ce que l'on pense soi-même que ce que pense l'auteur qu'on a entrepris d'expliquer. On est là aux origines, en fait, et vous l'aurez compris, de ce que vous faites en tant que littéraire, étudiant en littérature, à la fois du côté du commentaire de texte et à la fois du côté de la dissertation et plus tard la maîtrise ou la thèse. Le commentaire long plus libre est aussi d'une autre nature. S'il a certes les obligations du commentaire court, il n'en a pas les retenues. Invitation au voyage, le texte laisse ici le commentateur parler à son occasion de soi, de ses pensées, de ses réflexions. Le texte est là pour lui donner le branle, le mouvement. Ainsi, loin de s'absenter, le commentateur y a le loisir de s'engager sans craindre les digressions et les échappées. Lire un texte, travailler à l'interpréter, à le comprendre, en un mot, le commenter, c'est pour lui chercher en même temps à débrouiller et à former sa propre pensée. Comme dit Vives, en une formule qu'on ne peut que traduire avec les mots de Montaigne, le commentateur y fait l'essai de ce qu'il peut apporter. On est enclin, nous dit Jean Séard, à penser que c'est ce chemin qu'emprunte Montaigne. Il le conduit jusqu'à son terme. Le voici qui prend pour texte toute la culture antique et moderne et, se promenant dans son infinie diversité, répond et s'écoute répondre aux incessantes suggestions qu'elle lui fait. La culture antique elle-même, il la traite si librement qu'il ne craint pas d'en citer des fragments en effaçant le nom de leurs auteurs et même d'aller les déguisant et difformant à nouveau du service, dit-il. Par ailleurs, Montaigne rappelle au chapitre du pédantisme qu'il n'en est plus à l'optimisme des débuts de la Renaissance où l'on croyait que les savoirs acquis, puisés aux meilleures sources antiques, pourraient apporter réponse en tout. Quand bien même nous pourrions être savants de savoir d'autrui, au moins sages ne pouvons être que de notre propre sagesse, écrit Montaigne. D'où son horreur du pédantisme, travestissement pervers de l'humanisme dont témoignent plusieurs de ses contemporains, entichés d'érudition pour briller en société. Ainsi, ces écrivains indiscrets de notre siècle qui, parmi leurs ouvrages de néant, vont semant des lieux entiers des anciens auteurs pour se faire honneur de ce larcin. Semant des lieux communs, donc les topoi, les banalités de la pensée diffusée, revéhiculée par les livres de sentence, etc., et se les appropriant comme si c'était leur propre esprit. Donc, c'est ça le sens de ce qu'ils dénoncent dans « De l'éducation des enfants ». Nous savons dire, si seront dit ainsi, voilà les mœurs de Platon, ce sont les mots mêmes d'Aristote. Mais nous, que disons-nous nous-mêmes? Que jugeons-nous? Que faisons-nous? Autant en dirait bien un perroquet. Pour s'en démarquer, il va, dans le sillage de Plutarque, s'accoutumer à exercer son propre jugement, qui s'émancipe progressivement des références livresques. Si bien qu'en 80, lorsque paraît la première édition, des essais, ceux-ci s'écartent déjà considérablement des modèles en usage. L'influence livresque a reculé devant l'originalité du penseur et de l'écrivain, écrivit-il. Mais avant d'en arriver à fonder sa propre morale, Montaigne va s'interroger sur ce droit à émettre une opinion et à s'affranchir de ces modèles de l'Antiquité. De là découle naturellement le sujet de l'apologie de Raymond Sebon, qui examine les limites et les fondements de la connaissance. Donc l'apologie, deuxième livre, donc 12e chapitre, ou l'expérience du doute. Ironiquement, le seul chapitre qui se présente comme un exposé systématique vise à ruiner les fondements de la pensée doctrinale, en fausser la logique et légitimer un autre mode d'investigation, nous dit Tournon. L'apologie de Raymond Sebon vise en principe
à défendre contre les détracteurs fidéistes et rationalistes le livre des créatures de ce théologien catalan du XVe siècle qui essayait, contre les avéroïstes, de rétablir un lien entre la foi et la raison sans recourir à la scolastique, et que Montaigne, à la demande de son père, avait traduit et publié en 69. Le projet annoncé est de montrer aux adversaires que l'homme ne pouvant arriver à aucune certitude par argument et par discours, notre jugement naturel ne saisit pas bien clairement ce qu'il saisit, il ne saurait trouver des raisons assez fortes pour ébranler celles de ce mot. Donc c'est assez intéressant de dire, bon, finalement, on ne peut pas contester. Donc Raymond Sebon essaye de concilier, c'est le vieux problème qui traverse toute l'histoire de la pensée chrétienne, comment concilier la foi chrétienne, la croyance, avec la raison, l'exercice de la raison, alors que plein de choses dans la croyance vont contre la raison. D'ailleurs, la célèbre phrase de Tertullien, donc je crois parce que c'est absurde. Donc c'est contre cette idée-là que ceux qui veulent réclamer la légitimité de la raison, ils vont essayer de débattre et de dire oui, bon, on croit, mais on peut aussi arriver à Dieu par l'exercice de la raison. Et donc, c'est tout à fait cette problématique. Alors, ceux qui ont critiqué Raymond Sebon, pour Montaigne, ne peuvent s'arroger donc le sens d'une vérité ultime. Et c'est cette idée de vérité ultime que Montaigne va surtout contester. Ce qui donne un prétexte à une longue revue critique des âneries de l'humaine prudence, critique en règle du jugement et de la connaissance dans la société de son temps. La justice que l'on avait cru fondée en raison ne repose que sur les passions des juges, et les lois sont la mer flottante des opinions d'un peuple ou d'un prince. La science elle-même donne l'exemple de la mobilité des jugements, tant en géographie, avec la découverte récente des nouveaux mondes, donc comme on l'avait dit, c'est un vrai scandale et une vraie rupture de la pensée de l'époque, puisque nulle part, ni chez les anciens, ni dans la Bible, il y a mention faite de cet autre continent qui vient d'être découvert. Et donc, l'idée que nos connaissances sont en tout temps incertaines, partielles, lacunaires. Et donc, autant en géographie qu'en astronomie, c'est aussi l'époque avec tous les débats, on l'a déjà un peu évoqué du début de la révolution scientifique, donc toute la question de Copernic, Galilée, etc., la transformation de l'image qu'on avait par rapport au Soleil, au mouvement de la Terre, etc., ou en médecine, évidemment. Elle ne conduit pas, par ailleurs, à aimer la vertu, nous dit Montaigne. Et c'était aussi une réflexion que s'était fait Rabelais dans la célèbre formule « science sans conscience et malheur donc de l'âme ». La moralité chrétienne est on ne peut plus suspecte en ce temps de guerre des religions. Il n'est point d'hostilité excellente comme la chrétienté, écrit Montaigne de façon très polémique. Notre zèle fait merveille quand il va secondant notre pente vers la haine, la cruauté, l'ambition, l'avarice, la détraction, la rébellion. Et là, donc vous avez un exemple donc, d'un des nombreux massacres effectués lors des guerres de religion, donc le massacre de Tours en 62. Donc tous des massacres qui ont beaucoup marqué Montaigne, qui d'ailleurs a eu une vie politique avant de se retirer dans son château et d'écrire ses essais. Il a eu une vie très engagée dans son époque et où justement il essayait de trouver une sorte de conciliation face à ces affrontements d'une guerre civile radicale. Guerre d'autant plus tragique que ce qui sépare les croyants peut sembler dérisoire. La formule paulinienne donc de saint Paul, hoc est corpus meum, voici mon corps, prononcée lors de la consécration de l'hostie, suffit à diviser catholiques et protestants. Pour les premiers, l'hostie représente réellement le corps du Christ, alors que pour les seconds, cette prétention est une aberration, une sorte d'anthropophagie aggravée de théophagie, comble de l'idolâtrie au cœur du christianisme. Et je vous renvoie au livre passionnant de Lestringant, Une sainte horreur ou Le voyage en Eucharistie, qui travaille sur cette question. Et Montaigne de commenter combien de querelles et combien importante a produit au monde le double sens de cette syllabe hoc. Donc là aussi,
réflexion très radicale par rapport aux deux camps affrontés. Donc, une façon de dire, bon, vous êtes en train de commettre les pires atrocités, au fond, pour ce qui est, on dirait maintenant, une connerie. Pour ce qui est de la théologie, de toutes les opinions humaines anciennes touchant la religion, celle-là me semble avoir eu le plus de vraisemblance et plus d'excuses, qui reconnaissent Dieu comme une puissance incompréhensible, origine et conservatrice de toute chose, toute bonté, toute perfection, recevant et prenant en bonne part l'honneur et la révérence que les humains lui rendent, sous quelque visage, sous quelque nom et en quelque manière que ce fût. Et là, c'est déjà aussi très radical pour l'époque, c'est de dire l'important, ce n'est pas de contester, donc de débattre sur des points de détail de la théologie, etc., etc. Encore moins se massacrer pour ça, mais c'est l'idée que si donc Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais qui est toute bonté, toute perfection, et donc accueille toutes les formes d'expression de la religiosité. Donc, ce que Montaigne est déjà en train d'affirmer, c'est une sorte d'écuménisme total, radical, ou dire, bon, au fond, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit euh, musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit calviniste, etc., etc., euh, peu importe, l'important, c'est ce rapport à la divinité qui, elle, accueille donc toutes les formes culturelles d'expression. Donc, c'est l'affirmation donc de la légitimité de toutes les religions. Donc, on voit que c'est aussi quelque chose d'extrêmement polémique, non seulement dans le contexte des guerres de religion que vivait la France, mais dans le contexte plus général de, de la croyance qui va continuer pendant des siècles à poser problème, jusqu'à nos jours, évidemment. Ainsi, toutes les spéculations du temps sur Dieu, sur le monde et sur l'homme sont présentées comme assez aberrantes et contradictoires pour donner à penser que leurs auteurs, secrètement sceptiques, ne les ont produites que par jeu. Là aussi, une pensée très radicale euh, qui sème le doute même sur les partisans de différentes théories. Mais en tournant ainsi en dérision les prétentions des métaphysiciens à établir la vérité et plus généralement la vocation de l'homme à comprendre l'homme et à deviner Dieu, c'est à l'avis de Socrate et au mien aussi le plus sagement juger du ciel que de n'en juger point. Donc l'idée que on peut croire, mais qu'on n'a pas besoin de euh, passer sa vie à deviner Dieu, à essayer de comprendre, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une coupure radicale avec la pensée non seulement de ce qu'on appelle donc le Moyen Âge, mais même avec la pensée de l'humanisme de son temps. L'apologie détruit aussi les spéculations de Raymond Sebon lui-même, parce que, au fond, ce que Montaigne est en train de faire, et c'est une bonne illustration de comment il utilise les sources, Montaigne est en train d'utiliser Sebon pour, au fond, contester tous, dont Sebon lui-même, qui prétendait prouver donc les dogmes chrétiens en se fondant sur les vérités naturelles accessibles à l'homme, et d'abord sur l'éminente dignité de celui-ci, image de Dieu, bénéficiaire unique de la création, capable de tout bien et de toute vérité. Donc il y avait chez Raymond Sebon déjà, au même moment que Pic de la Mirandole en Italie, cette sorte d'apologie de la dignité de l'homme, qui est un des aspects de la Renaissance. Mais pour Montaigne, c'est plus compliqué que ça. Cette étrange argumentation s'inscrit dans la diatribe pyrrhonienne qui s'astreint à réfuter les opinions proposées sans accréditer les opinions contraires, afin d'engendrer la dubitation et la suspension du jugement. Ça, c'est le terme qu'on dit toujours, suspendre son jugement, c'est comme le mantra du scepticisme antique. Et ce que va reprendre Montaigne, c'est justement de dire, bon, ben, plutôt que d'avoir des opinions, et d'affirmer les opinions et de tuer les autres pour ces opinions, etc., etc., on suspend le jugement, on analyse de tous les points de vue, et au fond, ce qu'on en tire, c'est plutôt une leçon de tolérance, selon Montaigne. Le paradoxe du plaidoyer réquisitoire pour et contre Sebon récèle ainsi le modèle logique d'un scepticisme en cherche de la vérité, d'une pensée qui se sait et se veut problématique.
L'apologie invite à reconnaître l'application méthodique d'une critique de la connaissance qui corrode l'édifice humaniste, dilue ses scories idéologiques et le rénove en dévoilant la contingence de la pensée qu'il assume, nous dit Tournon. Donc, et ça, c'est très important aussi. Ce n'est pas seulement contre les théologiens scolastiques, ce n'est pas seulement contre les théologiens protestants, ce n'est pas seulement contre la pensée du passé, c'est vraiment une remise en question radicale de la pensée de son temps. Et en ça, c'est vraiment une œuvre assez unique. Ces premiers livres sont certes ceux des ruptures avec la religion des savoirs, mais on commence à percevoir les linéaments de ce moi qui fera l'objet de l'ensemble de l'œuvre. Le moi à discerner n'est pas celui que croient voir les autres de l'extérieur. Le monde regarde devant soi, moi je regarde dedans moi. Je n'ai affaire qu'à moi. Je me considère sans cesse, je me contre-rôle, je me goûte. Au livre 3, ce sera la ligne essentielle de la quête de Montaigne. Et là aussi, le subjectivisme qui commence avec la Renaissance et qui va accompagner la modernité jusqu'à notre époque, là connaît là aussi une étape majeure. Ce projet qui, dans notre époque hyper-individualiste, pourrait nous sembler banal, avec les gens qui postent tout ce qui leur passe par la tête sur Twitter ou Facebook ou ailleurs, s'opposait à l'époque à une longue tradition qui dénonçait le moi haïssable, donc selon l'expression de Pascal. La coutume a fait le parler de soi vicieux et le prohibe obstinément en haine de la ventance qui semble toujours être attachée au propre témoignage. Donc la question du narcissisme qui ne s'opposait pas avec ce terme-là, qui arrivera beaucoup plus tard, mais qui est déjà là. L'idée que parler de soi, c'est une vanité. C'est qu'en effet, parler de soi est condamné depuis l'Antiquité. L'Aristote de l'éthique à Nicomaque l'interdit à l'âme noble et la pensée latine ne l'autorise que lorsque l'exemple ainsi fourni peut instruire la postérité. Le chrétien ne parle de lui, on le sait, que dans un cadre privilégié, celui de la confession dans la tradition de saint Augustin. « C'est Dieu et mon âme que j'ai le désir de connaître », écrivait saint Augustin. La confession mène alors chacun à la conscience de son humilité et de la nécessité de l'intervention salvatrice du divin, la grâce, qui va être très importante chez Luther. Jamais Montaigne ne situe la finalité de se parler de soi dans un processus transcendantal, celui de la quête de salut. Son but n'est pas de retracer par le discours l'itinéraire exemplaire d'un salut, mais de saisir un moi concret qui échappe, fluctue et ne se laisse percevoir que dans ses contradictions. Et en ça, il reste absolument moderne, puisque on est aussi à une époque où les gens veulent surtout affirmer leur opinion, imposer leur opinion, opiner de tout, juger de tout, etc., etc. Et chez Montaigne, il y a un peu l'inverse qui se produit, et surtout l'acceptation des contradictions et des propres introductions. Je n'ai rien à dire de moi entièrement, simplement et solidement, sans confusion et sans mélange, ni en un mot. Donc dire, on ne peut pas se résumer. Donc justement, le tweet, non, les célèbres caractères, le nombre de caractères de ce tweet, c'est aux antipodes du projet des essais. Et l'idée de se définir de façon claire, voilà, moi je suis comme ci, comme ça, ce n'est pas du tout mon thème. C'est une épineuse entreprise de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit, de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes. Et là, il annonce bien entendu aussi un autre grand courant qui sera celui de la psychanalyse et de Freud. Montaigne, toutefois, n'est pas seul de son temps à s'être laissé aller à pareille expérience. On a déjà vu que Pétrarque avait écrit le Secretum, qui s'occupait aussi à fixer par l'écriture les linéaments de son propre personnage. Même souci chez lui de se saisir dans ses faiblesses et dans ses manques, mais il restait davantage prisonnier de ses références livresques. C'était beaucoup moins développé aussi. Plus proche encore des essais, un ouvrage rédigé à la même époque, mais qui ne sera publié que beaucoup plus tard, le De Vita Propria de Girolamo Cardano, qui est une œuvre tourmentée d'un homme qui entend donner avant tout le spectacle de sa propre misère, offrant opinions et réflexions philosophiques ou morales, mais qui s'autoflagelle pour en conclure à l'incohérence du fonctionnement de l'individu. Donc là, on a comme une sorte de Montaigne triste quelque part, et ce n'est pas l'option que va prendre Montaigne. Mais c'est surtout dans la peinture de l'époque, à la peinture de l'époque que l'on peut penser, la peinture qui découvre l'autoportrait, devenu progressivement une véritable enquête dans les tréfonds de la subjectivité de l'artiste. Et vous avez ici deux célèbres autoportraits d'Albert Dürer, donc à 28 ans,
en 1500. Et c'est les dates, alors les dates sont très confuses évidemment par rapport à certaines datations, mais on aurait donc Dürer à 28 ans et ensuite à 31 ans. Et c'est très curieux parce que il y a vraiment une recherche, et c'est le côté radicalement nouveau aussi chez Dürer dans l'autoportrait. Il y a une volonté de se montrer absolument fidèle, non seulement sur le plan physique, mais aussi à essayer de saisir quelque chose. Et on le voit dans le regard de Dürer. Il y a un dialogue qui se crée entre le peintre et lui-même à travers l'image interposée. Et c'est très curieux parce que l'autoportrait de 31 ans, il se peint nu, et c'est un des premiers donc autoportraits nus, ce qui va être beaucoup plus fréquent dans la deuxième moitié du XXe siècle et à notre époque, mais qui là aussi à l'époque était radicalement nouveau. Donc on sent qu'il y a un côté chez plusieurs auteurs de la Renaissance, il y a déjà cette idée de pousser la subjectivité beaucoup plus loin. Et c'est très curieux de l'autoportrait nu, puisque Montaigne lui-même, en parlant justement des autochtones d'Amérique, il dit que si juste été donc enfanté dans ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de la nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Et donc, c'est très curieux qu'il y ait cette idée de la nudité. Alors, il est fort improbable que Montaigne eût connu l'autoportrait de Dürer à 31 ans, mais c'est très curieux de voir qu'il y a cette analogie. Et là aussi, on a un autre autoportrait complexe, celui de l'autoportrait dans un miroir convexe de Parmigianino, 1523. Il est intéressant aussi parce qu'avec Parmigianino, on commence à être dans cette période qu'on a déjà évoquée du maniérisme, de la crise de la Renaissance, doute de la Renaissance, et on voit que l'autoportrait, il passe ici par une déformation optique et qui est très intéressant. D'où, encore une fois, l'originalité du projet affirmé dans le troisième livre de parler de soins, en soulignant qu'il lui est permis de le faire d'autant plus librement que, note-t-il, à point nommé, j'écris de moi et de mes écrits comme de mes autres actions, que mon thème se renverse en soi. Et c'est un peu l'auto, donc l'idée qu'on retrouve ici de la mise en abîme du tableau chez Parmigianino, ce qui fait que, d'ailleurs, pour beaucoup, Montaigne correspond tout à fait à cette deuxième Renaissance qui est maniériste, donc qui n'est plus du côté de justement des repères, de la proportion, de la perspective parfaitement équilibrée de la haute Renaissance, mais qui au contraire est du côté de la perturbation, de la transformation, du dynamisme, tout ce qui va mener progressivement vers le baroque. Et c'est un peu ce qu'on verra aussi chez Shakespeare, ce qu'on voit chez Cervantes, etc. Donc c'est vraiment non seulement une autre génération, mais un autre moment très différent de la Renaissance. C'est ainsi un genre nouveau qu'il inventera, Montaigne, et il pourra dire de son livre que c'est le seul livre au monde de son espèce, ce qui est relativement vrai, comme on l'a vu. Alors, l'édition de 88, la sagesse du troisième livre. C'est surtout dans le troisième livre, dans les additions que reçoivent au même moment les deux premiers, et dans celles dont l'écrivain enrichit son livre, donc de façon manuscrite, comme on a vu, jusqu'à sa mort, que se précise la finalité de l'ouvrage, ainsi que la relation qu'elle instaure avec le lecteur. D'une part, Montaigne y affirme avec une vigueur accrue ses options morales et politiques, également opposées à la rébellion et à la servitude, et sa volonté de rester fidèle à soi. Son refus des censures qui prétendent tenir en bride le langage et les comportements, chapitres 5 et 9, face à ce qui est en train de se passer avec la contre-réforme et l'Inquisition, etc. Sa réprobation des violences exercées sous prétexte de civilisation ou d'orthodoxie, donc contre la conquête coloniale et contre les guerres de religion, c'est un ensemble de réponses aux sommations de la crise politique et idéologique de son temps. D'autre part, se multiplient les préambules paradoxaux qui tendent à taxer les propos de futilité ou de témérité. Et tout un chapitre de la vanité revendique le droit d'enregistrer vainement par l'écriture l'inanité de l'errance et de la vie, ne serait-ce que pour en prendre conscience et en faire un gage de liberté. Montaigne semble vouloir simultanément convaincre le lecteur et lui interdire de céder à l'autorité octorielle qu'il se dénie lui-même sans cesse. Donc un mouvement paradoxal, convaincre et en même temps pas convaincre. Montaigne refuse de régenter autrui comme d'en être régenté.
Il suppose ainsi un lecteur exempt comme lui de docilité, nous dit Tournon, pour lui assigner le rôle que lui réserve sa philosophie pyrrhonienne, celui d'un partenaire qui rétablit ainsi la vérité humaine de la communication en confiance réciproque, parachevant virtuellement les essais. Au fil des réécritures, Montaigne s'émancipe de plus en plus de la tradition, sans pour autant y renoncer. L'héritage antique restera pour lui un auxiliaire pour ordonner, maîtriser et rendre communicables ses propres idées, nous dit Friedrich dans un des plus beaux livres sur Montaigne d'ailleurs. À incrustation, si l'on veut, parement emprunté, ces empreintes sont assimilées par Montaigne et lui sont moyen d'expression pour révéler, par strates successives, sa vérité personnelle. Comme quelqu'un pourrait dire de moi que j'ai seulement fait ici un amas de fleurs étrangères, n'ayant fourni du mien que le filet à les lier. Certes, j'ai donné à l'opinion publique que ces parements empruntés m'accompagnent, mais je n'entends pas qu'ils me couvrent et qu'ils me cachent. C'est le rebours de mon dessein. Donc, toute une réflexion sur la citation, la nudité, encore une fois, l'expression, l'authenticité, dans de la physionomie. Il ira même jusqu'à refuser le principe de l'autoritas des classiques. Et il écrit « qui suit un autre, il ne suit rien ». Et ça, c'est radicalement contre le premier humanisme, qui était, lui, tout à fait dans l'idée d'unité, de suivre, etc., etc. Signant un tournant majeur par rapport à la logique initiale de la Renaissance et marquant peut-être déjà son obsolescence. On a parfois présenté ce livre ultime comme un livre de vertu paisible, d'équilibre et d'harmonie, à la faveur de citations souvent empruntées au dernier essai intitulé « De l'expérience ». Pour moi donc, j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. En fait, ce livre se veut un autre de Sénectute du bon usage de la vieillesse. Montaigne a lu en effet les traités moraux de Cicéron, en particulier celui-là consacré à la vieillesse. Le dernier livre de Montaigne sera donc celui de la vieillesse, aussi bien celle de l'esprit que celle du corps, de plus en plus malade. Qui parle ici est en effet un vieillard, selon les époques de rédaction de 39 à 60 ans, qui commence à sentir l'aigre et le moisi, dit-il. Ce sont ici des excréments d'un vieil esprit. Cette vieillesse est acceptée. C'est surtout un temps où l'on n'est plus tenu de se battre pour les apparences du monde social, ce qui présente l'avantage de permettre de songer enfin profondément à soi. C'est assez vécu pour autrui, vivons pour nous au moins ce bout de vie. Plus question donc de rabaisser délibérément l'homme, mais seulement de cerner ses capacités et d'envisager sereinement ses limites. La guerre civile fait en effet comme une sorte de basse continue au sens musical, selon l'expression de mon ancienne professeur Gérald Nakam, ce livre tragique où Montaigne dit la peste qui le chasse sur les routes du Périgord et la guerre et le brigandage qui le menace jusque sous les murs de son château. La réflexion de Montaigne touche le politique, de l'utile et de l'honnête, quand il inaugure la tradition française de l'anti-machiavélisme. La raison d'État ne saurait prévaloir contre la morale, aux règles de laquelle n'échappent pas les rois. Elle le touche aussi à l'essai d'Écoche, quand il décrit la boucherie, comme sur des bêtes sauvages, à laquelle se sont livrés les Espagnols sur les autochtones d'Amérique, qu'ils célébraient dans des cannibales, comme les représentants d'une civilisation presque naturelle qui pouvait nous servir d'exemple. Elle touche le religieux du repentir, quand il affirme se refuser à la pénitence, prônée par le Concile du 30, car elle est signe d'hypocrisie sociale. Si j'avois à revivre, je revivrai comme j'ai vécu. Ni je ne plains le passé, ni je ne crains l'avenir. Réflexion dont Nietzsche, grand lecteur encore de Montaigne, se nourrira pour sa théorie de l'acceptation de l'éternel retour par le surhomme dionysiaque. Elle touche aussi à la justice, à l'essai des boiteux, qui vaudra une mise à l'index, donc une interdiction, un siècle plus tard. La justice boite quand les procès en sorcellerie se multiplient à partir de 1580. C'est donc à partir de cette méditation sur l'époque que Montaigne élabore ce qu'on appelle sa sagesse. La nature est un doux guide, dit-il au dernier essai, toutefois cette nature nous reste extérieure. Par ailleurs, il recuse la sagesse des renoncements qui tient lieu de morale au vieillard. Depuis d'un long trait de temps, je suis en vieilli, mais assagi, je ne le suis pas d'un pouce. Moi à cette heure et moi tantôt sommes bien deux, mais quand est le meilleur? Propose alors, à travers une morale sereine, de l'acceptation de soi, un art de vivre, paisible et mélancolique. Ce n'est donc pas une sagesse absolue qu'entend délivrer Montaigne. Ce serait d'ailleurs impossible, il n'y a pas à parler absolument de nature humaine pour lui. Mais en montrant comment, et là c'est aussi une très grande coupure par rapport à la tradition occidentale et humaniste, mais en montrant comment il tente de résister à la vieillesse, où l'être se fige, en une époque où le lendemain n'est jamais sûr,
Il espère livrer au monde une expérience, la sienne, dont il puisse tirer profit. Car on attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée qu'à une vie de plus riche étoffe. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Et ça aussi, c'est une citation incroyable, l'idée que toute expérience humaine est aussi valide. Et là encore, l'idée du relativisme culturel, l'idée de l'acceptation, de la tolérance radicale. Donc, pas seulement les rois ne sont pas plus intéressants que d'autres, mais même l'idée carrément aussi contre l'idée de la cultura humaniste de Cicéron et de l'humanitas de Cicéron, où on devient humain que par un processus de culture, la culture de soi au sens initialement botanique. Et là, il y a quelque chose de très différent. L'originalité pour l'époque est en effet d'envisager le portrait d'un homme tout ordinaire et non plus celui d'un de ces individus exemplaires dont le modèle doit être reproduit dans la perspective d'une morale héroïque. Qui parle ici est un corps avant peut-être qu'un esprit. Montaigne en apprécie le détail, les oreilles, les dents, la moustache, la barbe, les yeux. Il sera question de ses goûts en matière de mets, de vin, d'habitudes de table, de son tempérament et de sa sexualité. Je prends l'extrême congé des jeux du monde, voici nos dernières accolades, écrit-il. Qui parle ici est un homme qu'on ne saurait réduire à ses oripeaux sociaux. Montaigne reprend le topos antique du Theatrum Mundi, le théâtre du monde, le théâtre de la vie comme théâtre. Il faut jouer décemment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté. Du masque et de l'apparence, il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. C'est assez de s'enfariner le visage sans s'enfariner la poitrine. Donc l'idée qu'il faut savoir, oui, jouer un rôle social, inévitablement, la société est un théâtre, mais il faut aussi ne pas être esclave de ce rôle, tandis que l'on préserve cette arrière-boutique toute nôtre qui fait le fond de notre être. C'est cette intériorité que Montaigne entend ici livrer avec toute la sincérité nécessaire. Les auteurs se communiquent au peuple par quelques marques particulières et étrangères. Moi, le premier par mon être universel, comme Michel de Montaigne, non comme grammairien ou poète ou jurisconsulte. Qui parle ici est un homme qui ressent combien il est difficile à chacun, et surtout à l'écrivain, de se saisir en tant qu'entité mouvante, rétive à la définition. C'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. C'est qu'aucun de nous n'est un. Là aussi, une affirmation radicale qui va être par la suite, qui va mettre longtemps à être développée en philosophie. Ce sera d'un côté donc le célèbre Jeu est un autre de Rimbaud, ce sera la psychanalyse, ce sera toute la question de la pluralité des identités, etc., jusqu'à nos jours. Aucun de nous n'est un. Et se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. Ça aussi, une intuition radicale. De là, une difficulté double. L'objet de son étude est par essence fuyant, mais celui qui le scrute ne l'est pas moins. À chaque minute, il me semble que je m'échappe. Et la rencontre des deux relèvera, à l'en croire, du fortuit. Ceci m'advient aussi, que je ne me trouve pas où je me cherche, et me trouve plus par rencontre que l'inquisition de mon jugement. Donc l'idée qu'il y a des moments où on adhère à soi-même, il y a des moments où on se révèle à soi, où on a une intuition de qui on est profondément, et puis il y a des moments où l'on se perd, etc. À cela s'ajoute un monde dépourvu de stabilité. Les mondes n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse, c'est-à-dire sont sans cesse en train de bouger. La Terre, donc c'est cette idée, et Montaigne est un des premiers à tirer radicalement donc, la leçon du nouveau modèle copernicien et galiléen, où on affirme que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse, donc ce qui a aussi créé toute une polémique au début de la révolution scientifique. Et donc Montaigne, on sent l'impact, le contre-coup de cette vision. Donc tout est en mouvement. Donc la Terre, les roches du Caucase, les pyramides d'Égypte. Donc c'est aussi le moment où on commence à étudier la géologie, on commence à voir qu'il y a différentes strates, qu'il y a eu différents mouvements des territoires, etc. Donc, et du branle public, donc l'histoire, le mouvement, tout change, et du leurre.
la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Donc là aussi, le côté extrêmement beau de l'écriture de Montaigne, donc ce sens de la formule qui frappe, donc l'idée que la constance n'est qu'un mouvement plus ralenti, tout simplement. D'où les liens avec une vision du monde maniériste, celle de l'automne de la Renaissance, voire déjà d'un certain baroque qui s'annonce. Et là, on peut par exemple penser à cette vision donc très dynamique, par exemple chez Monsu Desiderio, donc euh, un demi-siècle plus tard, cette vision qui correspond à la fois au jeu du clair-obscur et à la fois à la transformation permanente, le dynamisme. Comment donc parvenir au plus profond de soi? D'abord par un effort de franchise à soi-même, première condition d'accès à une certaine vérité de l'être, dans la lignée du « connais-toi toi-même » socratique, qui débouche ici sur une exploration vertigineuse des énigmes de notre condition, dans sa misère, sa vanité, son inconstance et sa dignité aussi. Pareil sujet, il faut une forme littéraire aussi ondoyante que le sujet. Ici, nous allons conformément et tout d'un train, mon livre et moi. Si la rencontre de soi est fortuite, le mieux sera de couler l'expression dans un moule qui l'autorise. Mon style et mon esprit vont vagabondant des mêmes. Il faut avoir un peu de folie qui ne veut avoir plus de sottise. De là découle sans doute la forme et l'allure de l'essai. Je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Et un idéal stylistique. Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche. Un parler succulent et nerveux, court et serré, plutôt difficile qu'ennuyeux, éloigné d'affectation, déréglé, décousu et hardi, non fratesque, non pléidéresque. Donc pas des moines et pas des plaideurs, des avocats. L'idéal de sincérité passe donc par un refus de la rhétorique si habituelle dans les compositions humanistes, compositions grammairiennes, bonnes pour le barreau et le sermon, où nous avons loisir de sommeiller. Donc là aussi, le côté humoristique, comme parfois aussi fort que chez Rabelais, plus en retrait évidemment, mais qui est là pour surtout satiriser et montrer le dérisoire de la pensée communément admise de son époque. Il va donc cheminer selon le cours de sa pensée que n'entravera pas la contrainte formelle et travaillera à éviter l'enflure par un style éloigné du phare des figures et feintes d'une oraison apprise. Le style, c'est l'homme même, selon l'expression de Buffon. Toutefois, le monde où tout n'est que changement, le caractère antinomique de la vie, l'homme complexe, inconstant, interdisent un style régulier qui fermerait les ouvertures, ramènerait le multiple à un seul aspect, écrit Friedrich. La façon de solliciter le jugement du lecteur sans lui proposer une leçon explicite se retrouve dans des traits de style, tels que la brièveté de formule, accentuée par des effets de discontinuité, les expressions elliptiques, parfois jusqu'à l'énigme, ouvrent des échappées vers des significations à peine ébauchées. D'où aussi l'importance, comme chez Rabelais, d'avoir une édition critique, évidemment. Sinon, on passe à côté de la plupart des références, des citations, etc. etc. Et la nécessité, en tant que lecteur-lectrice, de réfléchir à ce qu'on lit. Chez Montaigne et chez Rabelais, c'est un défi, un dialogue aussi qui se crée avec nous. La prolifération de tels énoncés à sens virtuel, la fréquence des métaphores, des comparaisons, donne aux propos une sorte de plasticité favorable aux réinterprétations. Tout contribue à faire que les phrases suggèrent au lecteur, outre leur sens avéré, des dérives sémantiques d'où il pourra tirer d'infinis essais. D'où la difficulté de comprendre cette pensée et cette écriture problématique, irréductible aux normes du discours humaniste et plus encore à celles du rationalisme classique. Les images contrastées des essais en témoignent. Ceux qui voient en eux un bréviaire de sagesse traditionnelle, de docilité religieuse et politique et de placidité, ont du mal à en reconnaître l'ironie corrosive, la fantaisie et l'audace. Inversement, les lectures plus récentes qui mettent l'accent sur ces derniers aspects, dans le sillage de la déconstruction de Derrida, etc., que Montaigne semble, à plus d'un titre, annoncer par ailleurs, soit pour en accuser l'effet subversif, soit pour le réduire au jeu d'une esthétique baroque ou maniériste, présente parfois comme factice, contre toute évidence, les visées éthiques de l'ouvrage. La première condition à observer pour lire les essais est de recuser cette alternative, nous dit Tournon, et d'admettre la possibilité d'une philosophie foncièrement ironique et de l'écriture spéculaire qui lui correspond.
L'analyse a façonné le moi et le livre lui a permis de se construire autant que de se décrire. L'effort d'authenticité et l'attention de l'écriture pour saisir le moi lui ont permis de mieux se dessiner et l'ont contraint à une certaine fidélité à soi-même. Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. La méthode de connaissance, l'écriture, a modifié son sujet. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation les fins tierces et étrangères, comme les autres livres. Merci beaucoup et à la prochaine capsule.